Donc, bonsoir à tous et merci beaucoup d'être venus. Merci pour cette introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, pour terminer sur cette introduction, donc Romain et moi sommes chercheurs en neurosciences cognitives. Ça fait plusieurs années que nous travaillons sur la thématique des jeux d'argent et notamment sur celle de l'addiction aux jeux d'argent. On a travaillé ensemble il y a quelques années à Lyon et on continue de collaborer tous les deux. À distance, puisque, comme il a été dit, maintenant je travaille aux Pays-Bas, toujours sur cette même thématique. Et donc on va diviser notre intervention en deux parties. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, et c'est-à-dire dans le cerveau d'un joueur, comme le dit le titre de cette conférence, on aimerait vous donner quelques chiffres clés sur les jeux d'argent afin de bien planter le décor. Donc quand on pense aux jeux d'argent, on pense évidemment à des jeux de grattage, des jeux de tirage comme le loto, comme les jeux de casino tels que la roulette, le poker, les machines à sous ou les courses hippiques. Et si on essaye de trouver une définition qui regroupe un petit peu tous ces jeux d'argent, on peut dire que jouer un jeu d'argent, c'est miser un objet de valeur, qui est souvent de l'argent, sur un résultat incertain, probabiliste, dans l'espoir de gagner une somme d'argent encore plus grande. Vous constaterez que cette définition s'applique parfaitement bien, par exemple, aussi aux mécanismes boursiers, qu'on peut tout à fait considérer comme des jeux d'argent, à la différence près que les mises d'argent engagées sont beaucoup plus importantes et n'appartiennent pas toujours à ceux qui les engagent, mais c'est une autre histoire, et on va se concentrer sur les jeux d'argent traditionnels ce soir. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, et pour vous faire prendre conscience à quel point les jeux d'argent sont particulièrement importants et prennent une place prépondérante dans nos vies, voici quelques chiffres. Donc, selon la dernière enquête qui a été réalisée en 2010, le nombre de joueurs en France était à peu près le suivant. Dans les 12 derniers mois, il y a à peu près un Français sur deux qui déclare avoir déjà joué à un jeu d'argent, c'est assez important. Et dans les 30 derniers jours, il y a à peu près un Français sur 5 qui déclare avoir joué à des jeux d'argent. Si on s'intéresse au total des mises qui sont engagées par an, ce qui représente le chiffre d'affaires des opérateurs de jeux, on constate qu'en 1995, celui-ci était de 20 milliards d'euros en France et est passé à 53 milliards d'euros en 2012. Donc une augmentation de 160% en moins de 20 ans, c'est considérable. Et si on s'intéresse à la dépense nette des Français, ce qui concerne les jeux d'argent, donc ce qui correspond à l'argent qu'ils engagent et qu'ils perdent, cette somme était de 31 euros par habitant en 1982, et 30 ans plus tard, elle est de 138 euros par habitant. Donc c'est une multiplication par 4,5, à tel point qu'aujourd'hui, les jeux d'argent représentent à peu près 10% du budget de loisirs des Français. Donc comme vous le voyez, c'est une activité qui est prépondérante dans la vie des Français et aussi dans leur porte-monnaie. Donc pour la plupart des gens, évidemment, le jeu est une activité de loisir, ce qui est pratiqué de façon récréative et consommé avec modération. Mais pour un petit nombre de personnes, le jeu devient un petit peu hors de contrôle, dérape, et c'est ce que l'on appelle officiellement le jeu pathologique, qui est aussi appelé parfois le jeu excessif ou le jeu compulsif. Et la définition officielle qui est donnée, c'est une pratique répétée et incontrôlée du jeu qui perturbe l'épanouissement personnel, familial ou professionnel. Donc je vais revenir plus en détail sur cette définition plus tard, mais j'aimerais d'ores et déjà insister sur deux points. Le premier, c'est que le jeu pathologique ce n'est pas un vice, comme il a souvent été considéré, ce n'est pas un pur manque de volonté, c'est une réelle maladie psychiatrique qui est répertorié dans ce livre, qui s'appelle le DSM-5, qui est le manuel de référence qui est utilisé par tous les psychiatres du monde entier pour diagnostiquer les maladies psychiatriques. Et c'est une maladie qui est répertoriée comme une addiction. Donc c'est très important d'insister là-dessus parce qu'il y a encore un tabou sur le jeu pathologique, sur le fait que ce serait un vice. Non, c'est bien une maladie psychiatrique. Et deuxièmement, comme le dit cette définition, c'est un comportement qui perturbe l'épanouissement personnel. Donc il y a cette notion très importante de conséquences négatives sur la vie de ces joueurs. Et j'insiste aussi là-dessus, parce qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup, il y a des joueurs professionnels de poker par exemple. Certains d'entre eux n'ont aucune conséquence dans leur vie négative, ce ne sont donc pas des joueurs pathologiques. Et quand on parle de ces conséquences négatives, pour vous donner quelques chiffres par exemple, 20% des joueurs pathologiques sont en surendettement. Et au cours de leur vie, 50% des joueurs vont divorcer, vont avoir des problèmes relationnels au sein de leur famille, 60% d'entre eux vont commettre des actes illégaux et 20% d'entre eux vont aller jusqu'à commettre des tentatives de suicide.
Et pour illustrer ces deux points, voici par exemple un témoignage que je suis allé chercher sur le site de SOS Joueurs. Et c'est un joueur pathologique qui dit « Je ne supporte plus la personne que je suis devenue. Je me bats contre mes démons perpétuellement. Et à ce jour, je n'ai plus la force de continuer comme cela. J'ai une famille qui m'aime, une femme qui m'a beaucoup aidé et que je détruis. À ce jour, j'ai détourné de l'argent, volé des chèques, carte bleue. » Vous voyez bien dans ce témoignage à quel point ces conséquences négatives empoisonnent la vie de ces joueurs pathologiques, et vous voyez bien à quel point il y a quelque chose qui devient incontrôlable dans le comportement de ces gens, et à quel point le jeu, finalement, joue le même rôle qu'une drogue. Et si vous relisez cette phrase en pensant à quelqu'un qui est dépendant aux drogues, elle pourrait très bien s'appliquer à ces personnes. Le jeu n'est pas mentionné. Donc vraiment, c'est une réelle addiction. Je reviendrai là-dessus par la suite. Et enfin, pour terminer, sur la prévalence du jeu pathologique, c'est assez difficile d'obtenir des chiffres, en particulier parce qu'il y a un tabou sur cette maladie, mais on estime qu'en France, le nombre de joueurs pathologiques est d'environ 600 000 joueurs, qui se représentent à peu près 1,3% de la population, ce qui est loin d'être négligeable. Et dans d'autres pays tels que les États-Unis ou l'Angleterre, ces chiffres sont même beaucoup plus importants. Ils vont jusqu'à 3% de la population, par exemple, aux États-Unis, ce qui est similaire aux chiffres de l'addiction aux drogues. Donc, le jeu est évidemment un enjeu de santé mentale, mais c'est aussi un enjeu de société très important. Par exemple, il y a un coût très important du jeu pathologique pour la société, parce que ces joueurs pathologiques sont en situation de surendettement, parce qu'il y a une baisse de productivité au travail, et parce qu'il y a tout un tas d'activités criminelles qui sont liées au jeu. Et encore une fois, pour vous donner une idée, aux États-Unis, il n'y a pas de chiffre en France, mais aux États-Unis, ce chiffre est estimé autour de 50 milliards de dollars par an, ce qui représente à peu près la moitié du coût de l'addiction aux drogues. Donc, encore une fois, c'est un enjeu de santé mentale et un enjeu de société qui est particulièrement important. Donc voici, donc là c'était quelques chiffres pour planter le décor. Je vais maintenant passer la parole à Romain, qui va revenir plus en détail sur les processus de hasard. Alors, pour vous parler de ces rapports entre le jeu et le cerveau, les jeux d'argent, les jeux de hasard et le cerveau, on a choisi avec Guillaume de suivre un plan relativement logique qui va correspondre aux deux moments qui caractérisent la plupart des jeux de hasard et d'argent. Ces deux moments, en fait, ils reviennent à une simplification de tout jeu, à la répétition d'une même séquence binaire. Un jeu peut se résumer, en effet, à une séquence de prise de décision dans laquelle le joueur va être confronté à la décision de jouer ou de ne pas jouer, et s'il joue, qu'est-ce qu'il va décider de jouer? Quelle option va-t-il choisir? Ce moment de prise de décision, c'est avant tout un rapport au hasard, un rapport aux probabilités, et c'est ce dont je vais essayer de vous parler dans ma partie. Ensuite, Guillaume se focalisera sur le second moment du jeu, qui correspond au moment où le joueur reçoit l'issue de sa décision, prend connaissance de l'issue de sa décision, qui va se traduire parfois par des récompenses, qui peuvent être des grandes récompenses, et malheureusement, le plus souvent, par une absence de récompense, et donc une perte d'argent. Donc, dans cette première partie, je vais vous parler des rapports entre jeu, hasard et décision, en essayant de vous donner l'intuition de ce que peuvent être les rapports un petit peu compliqués que l'être humain entretient avec cette notion de hasard, qui n'est pas forcément une notion à laquelle on songe très facilement, très spontanément. On en a souvent une représentation un petit peu particulière, et voir aussi les conséquences que cette représentation du hasard peut avoir sur nos mécanismes décisionnels et sur les décisions qu'on prend dans les situations de jeu d'argent. Donc pour définir brièvement le hasard, il y a plusieurs types de définitions possibles du hasard. Si vous êtes philosophe ou physicien quantique, vous n'allez pas utiliser la même définition du hasard que celle qu'on va utiliser dans cette présentation. La définition fonctionnelle qu'on va utiliser ici, c'est de dire que le hasard caractérise des situations dont l'issue est imprévisible pour un observateur donné. Le plus souvent, cette issue est imprévisible à cause d'une relation cause-effet trop complexe pour pouvoir prévoir ce qui va se passer dans le système ou dans la situation à laquelle on s'intéresse. Un exemple typique, c'est le jeté de dés. Le nombre de causes et la complexité des causes impliquées dans le jeté de dés font que le jeté de dés est totalement imprévisible pour l'observateur, même si, au fond, on peut imaginer que le jeté de dés dépend de lois totalement déterministes et quelqu'un qui connaîtrait tout sur la situation et qui connaîtrait tous les ingrédients de la situation serait capable de prévoir l'issue du lancer. Au passage, je ne sais pas si vous savez, mais hasard viendrait de alzar, qui signifie le dé en arabe ancien. Et cette étymologie est anecdotique, mais en même temps, elle nous met sur la piste de cette idée que étudier les jeux de hasard et d'argent, c'est aussi un moyen utile pour comprendre la manière dont nous nous rapportons aux phénomènes aléatoires.
pour étudier la manière dont nous comprenons le hasard et dont nous le représentons. Se représenter le hasard, c'est quelque chose qui est assez difficile, et on a souvent tendance en fait à se représenter des situations probables ou à se représenter des variabilités, tout un tas de concepts qui sont un petit peu à côté de la notion de hasard. Je vais essayer de vous donner la mesure de cette difficulté à se représenter le hasard. Le concept même de hasard, c'est quelque chose qui n'émerge au cours du développement qu'à partir de 10 ou 11 ans, selon des études, un grand nombre d'études menées par Jean Piaget dans la seconde partie du XXe siècle. Et ce même Jean Piaget nous dit que si le hasard fait momentanément échec à la raison, celle-ci réagit tôt ou tard en interprétant le hasard, et la seule façon d'interpréter le hasard consiste alors à le traiter comme si l'on pouvait chercher à le déterminer malgré tout. Ce que nous dit Jean Piaget ici, c'est que en cherchant à se représenter le hasard, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous appliquons des stratégies mentales relativement élaborées. Nous extrayons en fait quelque chose qui n'est pas le hasard des situations auxquelles on s'intéresse pour se représenter des moyennes, des variables qui vont être liées au hasard, mais qui ne vont pas être le hasard lui-même. L'exemple typique, c'est la loi des grands nombres. Quand on dit qu'un jeté de dés a une chance sur 6 de produire un 4, ce qu'on dit, on n'est pas en train de produire un discours sur le hasard. Ce qu'on se représente, ce n'est pas vraiment le hasard, c'est plutôt ce qui se passerait si on lançait une infinité de fois le dé. Et dans ces cas-là, on dit que si on lançait une infinité de fois le dé, en moyenne, le 4 tomberait une fois sur 6. En fait, pour étudier réellement la représentation que les gens ont du hasard, il ne faut pas se focaliser sur ce concept de probabilité, qui d'ailleurs pose vraiment problème aux étudiants et aux lycéens, mais il faut se concentrer plutôt sur la perception, la reconnaissance du hasard par les gens. Et c'est ce que font un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent à cette question et qui vont travailler avec des séquences de ce type. Donc si je vous montre ces 3 séquences et que je vous demande quelle séquence contient le plus de hasard, vous avez peut-être une intuition sur laquelle de ces séquences contient le plus de hasard. Je vous laisse réfléchir brièvement. Si je vous demande aussi laquelle contient le moins de hasard, vous allez probablement avoir une certaine idée de la réponse. Et en pratique, quand on pose ce genre de questions à des gens, on constate que la séquence jugée la moins probable, c'est la première séquence, cette séquence avec très peu de 1 et beaucoup de 0 au milieu, alors que la séquence jugée la plus probable, celle qui semble la plus probablement contenir cette qualité de hasard, d'aléatoire, c'est la 3e séquence, avec une alternance assez importante de 0 et de 1, et une répartition à peu près égale dans la séquence entre les 0 et les 1. 9, 1, 9, 0 ici, c'est une séquence de 18 0 et 1. En fait, quand on pose ce genre de questions à des gens, ils ont la tendance de toujours répondre de la même façon. Pourtant, ces séquences-là, si on utilise un générateur de nombres aléatoires, elles ont exactement la même probabilité de survenir. Elles ont toutes 2 puissance 1 sur 2 puissance 18 chances d'intervenir, enfin chances d'apparaître, ce qui fait une chance sur 262 144. Je me souviens du chiffre, je suis assez fier. Donc, il semblerait qu'il y ait un biais dans notre représentation du hasard. Il semblerait que le hasard soit pour nous associé à certaines propriétés. Et la première propriété qu'on peut remarquer si on compare la séquence 1 à la séquence 2, c'est que le hasard ne semble pas pouvoir produire des séries inhomogènes. Il semble que le hasard amène une répartition égale des différentes populations possibles qui caractérisent le système. Donc ici, les populations possibles, ce seraient les 0 et les 1. Et il nous semble que plus les 0 et les 1 sont bien répartis, et plus le hasard est grand. De la même façon, on voit entre la séquence 2 et 3 qu'il se passe quelque chose d'autre, qui est la manière dont les 0 et les 1 sont répartis dans les séquences. Dans la séquence 2, les 0 et les 1 sont caractérisés par des alternances relativement lentes, avec des assez longues séries de 0, des assez longues séries de 1, etc. Tandis que la 3e séquence alterne comme ça plus rapidement, et c'est ce qu'on va appeler le biais d'alternance ou de complexité. Quand une séquence nous apparaît complexe, difficilement résumable, on va considérer, on va juger qu'elle contient plus de hasard. Encore une fois, pourtant, ces séquences sont exactement aussi probables si on utilise un générateur aléatoire. Et ce type de biais dans la perception du hasard, ça a des conséquences pour le jeu, ça a des conséquences sur la manière dont nous nous rapportons aux situations probabilistes, aux situations d'incertitude. Une des premières découvertes relativement intuitives, relativement faciles
à expliquer, c'est cette idée de main chaude, de hot end en américain, qui a été premièrement découverte dans le basketball. Donc ce sont des chercheurs qui ont constaté, en discutant avec les gens probablement, qu'il y avait une croyance très répandue aux États-Unis que lorsqu'un joueur a marqué un ou plusieurs paniers d'affilée, il a alors plus de chances, il aurait plus de chances de marquer lors de sa prochaine tentative, et inversement. Ça suppose qu'on voit dans les séries longues, on imagine que les joueurs ont un certain enchaînement. Quand ils arrivent à marquer des paniers, ils sont chauds, entre guillemets, donc ils vont probablement réussir le prochain panier. Les chercheurs ont réussi à objectiver ce biais en présentant des séquences similaires à celles que je vous ai présentées juste avant, des séquences de 0 et de 1, enfin en fait de 0 et de x, en demandant à des fans de basketball quelles séquences ils attribueraient à un générateur aléatoire et quelles séquences ils pensent provenir d'une série de tirs réels. Et quand on regarde ce graphique, qui vous montre en abscisse le nombre moyen d'alternance dans les séquences observées par les fans, et en ordonnée la proportion de fans qui attribueraient la séquence en question à des tirs réels, et la proportion de fans qui attribueraient ces séquences à un générateur de nombres aléatoires, on voit assez clairement que les séquences attribuées aux tirs réels ont des probabilités d'alternance assez faibles. Elles présentent peu d'alternance dans leurs séquences. Les séquences présentent peu d'alternance, alors que les séquences attribuées au hasard, elles, ont beaucoup d'alternance. Donc quand il y a beaucoup d'alternance dans les séries de tirs réussis et de tirs ratés, les gens ont tendance à attribuer ça au hasard, alors qu'en réalité, les chercheurs ont épluché les statistiques en NBA de plusieurs équipes et d'un grand nombre de joueurs, et ils ont constaté que la réussite au tir dans ce sport est totalement indépendante de la réussite au coup précédent. Donc c'est vraiment une illusion, c'est quelque chose que les gens reconstruisent a posteriori, mais qui ne provient pas d'un effet réel. Cette réalité n'est pas présente en NBA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce phénomène de main chaude dans les casinos, où on observe assez facilement, il y a un certain nombre de papiers qui montrent ça, que le montant des mises augmente avec le nombre de coups gagnants et inversement. C'est-à-dire que les joueurs, plus ils gagnent, plus ils ont tendance à miser fort sur la partie suivante. Et on observe aussi le même phénomène chez les investisseurs financiers, avec des tendances comme ça à surinvestir sur les actions qui montent et des tendances à se désengager excessivement des actions qui baissent. Ce qui, soit dit en passant, permet d'expliquer éventuellement les phénomènes de bulles et d'explosion de bulles financières. Du point de vue cognitif et au niveau cérébral, ce phénomène est assez peu exploré, c'est pour ça que je vous le présente au début de ma partie. La seule chose qui semble émerger, c'est que l'idée que les séquences aient pu être générées par une entité ayant une intention, donc cette entité ayant une intention dans le cas du sportif, c'est une évidence. Dans le cas du jeu au casino, c'est un petit peu moins clair, mais on peut imaginer que le joueur ait cette tendance à personnaliser le hasard. C'est quelque chose qui revient très fréquemment, par exemple, quand on dit le hasard me joue des tours ou le hasard me sourit. Il y a cette idée de personnalisation du hasard qui est peut-être aussi à la base de cet effet de main chaude. On pense que la chance est en train de nous sourire, la chance est en train de nous jouer des tours. Donc il y a cette connexion entre notre perception du hasard et l'idée que quand on sent une intention, le hasard s'échappe. Malgré tout, je vous ai présenté ces idées de hasard, mais je n'ai pas du tout pour l'instant répondu à cette question, pourquoi jouons-nous ? Et je pense que la meilleure réponse, malheureusement, à cette question, ce n'est pas ni un neuroscientifique ni un économiste qui la donnera, parce qu'elle a déjà, à mon sens, été donnée. Elle a été donnée par un publicitaire qui a trouvé ce slogan assez génial, c'est la palissade. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et effectivement, on joue parce qu'on veut gagner, et quelque part, on pourrait s'arrêter là. On pourrait se dire, finalement, la question est résolue, les gens jouent parce qu'ils veulent gagner le gros lot. Maintenant, on sent bien que ce n'est pas très satisfaisant, et puis la conférence se terminerait un petit peu rapidement si on s'arrêtait là. Donc on va reposer la question d'une façon un petit peu différente. Pourquoi jouons-nous, sachant que la maison gagne toujours ? La Française des Jeux, par exemple, ne va jamais perdre d'argent en organisant le loto. Elle prend un pécule très important sur la mise moyenne des joueurs. Et non seulement en sachant que la maison gagne toujours, mais aussi alors que l'expérience nous le prouve la plupart du temps. Quand on joue, la plupart du temps, par exemple le loto, 93,3% des grilles ne sont pas gagnantes.
Donc l'expérience nous prouve que ça vaut probablement pas le coup de continuer à jouer. Et malgré tout, nous jouons. Donc on va essayer dans la suite de cette partie d'expliquer ce paradoxe. Et c'est d'autant plus un paradoxe que vous avez peut-être entendu parler de cette expression, le cerveau statisticien. En fait, les chercheurs se sont rendus compte, il y a eu un changement un petit peu de représentation de la manière dont le cerveau fonctionne. On est passé d'une représentation qui faisait de l'analogie cerveau-ordinateur quelque chose de très important à une analogie un petit peu différente. Et on s'est rendu compte petit à petit que le cerveau était surtout une machine, une extraordinaire machine à se représenter le monde sous une forme statistique, c'est-à-dire à détecter l'absence de hasard dans le monde, à détecter les régularités fines qui peuvent exister entre différents événements. Et typiquement, la régularité qui peut exister entre jouer et ne pas gagner, c'est une régularité très claire. Et pourtant, on continue à jouer. Donc ça, c'est pour poser le paradoxe. Donc c'est cette idée de le cerveau statisticien, c'est cette idée que le cerveau est une machine bayésienne. Je ne vais pas m'enfoncer là-dedans, mais c'est une statistique bayésienne qui semble être implémentée, être produite par le cerveau. Et cette machine, elle est capable de détecter des régularités très très subtiles et de prédire en permanence ce qui va arriver. On est très fort pour prédire ce qui va arriver. Et quand je parle, votre cerveau en permanence, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais prédit le mot suivant dans ma phrase. C'est quelque chose qui est assez facile à démontrer expérimentalement. De plus, déjà chez les nourrissons, on a une sensibilité très marquée aux événements improbables, à la surprise, qui se traduit par des temps de regard accentués au niveau des situations surprenantes, des événements surprenants. Et enfin, en règle générale, ce n'est pas une spécificité de l'être humain. Le cerveau permet de décider rapidement et efficacement en situation d'incertitude, dans la vie de tous les jours. Il se trouve que dans le jeu, ce n'est pas le cas. Si ces questions vous intéressent, je vous renvoie au cours de Stanislas Dehaene au Collège de France, qui a 2 séries de cours sur 2 ans successifs sur ces questions de cerveau statisticien. C'est très pédagogique et très bien fait. Une distinction que je vais poser maintenant qui permet de mieux comprendre pourquoi, bien que nous ayons un cerveau très perfectionné du point de vue statistique, nous sommes quand même sensibles à des biais et à des erreurs de jugement très importantes. Ça repose sur cette distinction des systèmes décisionnels qui peuvent exister dans le cerveau. Ces 10 ou 20 dernières années, un certain nombre d'expériences ont permis de montrer que le cerveau ne décidait pas avec un seul système, il n'y avait pas une zone de la décision dans le cerveau, mais plutôt un ensemble de sous-systèmes, et notamment 2 grands sous-systèmes, qui sont les systèmes qui sont constitués par ces 2 types de structures. Donc vous voyez en vert le striatum ventral, qui appartient au ganglion de la base, qui appartient à un système qu'on va qualifier de 100 modèles du monde, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est impliqué dans le développement d'habitudes. C'est ce système qui nous fait agir sans qu'on ait besoin de réfléchir, qui nous fait agir automatiquement, sans réfléchir. Ce système, il est évolutivement très ancien, il est automatique et il est inconscient. Est-ce que c'est ce système-là qui est impliqué dans notre relation au jeu d'argent? La question est posée. Et puis il y a un second système, c'est un système qui va reposer sur l'activité du cortex préfrontal latéral. Ce système, on va le qualifier de système avec modèle du monde, et il est impliqué dans le raisonnement de haut niveau, très proche de notre intelligence, de notre capacité d'intelligence, et il est évolutivement récent, donc il est apparu avec les primates, disons. Il est contrôlé et il est très proche de notre activité consciente. Ce qui se passe dans cette zone du cerveau, en général, les sujets sont capables de le verbaliser, de le rapporter consciemment. Donc je vous présente ça pour que vous ayez un petit peu les bases pour ce qui va suivre. La première illusion qui concerne directement notre rapport au hasard et son implication pour les jeux d'argent, c'est ce qu'on appelle l'illusion du joueur, ou gambler's fallacy, qui a un biais très puissant et très répandu. Imaginez que vous êtes au casino, que vous jouez à la roulette, et que vous avez le choix à chaque coup de miser sur le noir ou sur le rouge. Une roulette simplifiée, entre guillemets. Si au premier coup le noir sort, vous allez décider peut-être de remiser sur le noir ou de miser sur le rouge. Au second coup, le rouge sortirait, puis le rouge sortirait encore, le rouge sortirait encore, etc., etc. Arrivé à ce stade, une grande partie des gens ont tendance à miser sur la couleur opposée, à savoir sur la couleur noire. Pour eux, c'est très intuitif qu'il y a plus de chances à cette étape-là que le noir sorte qu'au second coup.
En fait, le rouge sort encore, et oui, évidemment, parce que les tirages sont totalement indépendants les uns des autres. Quel que soit le tirage précédent, en réalité, du point de vue statistique, chaque nouvelle boule rouge ou noire a exactement la même chance d'apparaître, etc., etc. Cette illusion du joueur, elle correspond donc à la tendance croissante à parier sur la couleur opposée à celle qui vient de la série en cours. Ça, c'est le mécanisme, c'est le phénomène de l'illusion du joueur que vous pouvez voir là. Donc là, quand c'est des chercheurs qui ont fait une expérience en présentant exactement ce type de problématique, et vous pouvez voir que quand 6 boules rouges sont sorties à la suite, presque 100% des joueurs ici vont jouer sur la boule noire, alors que ça n'a aucun fondement statistique, aucun fondement probabiliste, puisque les tirages sont indépendants. Et un Edgar Allan Poe nous écrit malgré tout que rien, par exemple, n'est plus difficile que de convaincre le lecteur non spécialiste que si un joueur de dés a amené les 6 2 fois coup sur coup, ce fait est une raison suffisante de parier gros, que le troisième coup ne ramènera pas les 6. Donc là, il tombe exactement dans l'illusion du joueur, c'est la formulation précise de l'illusion du joueur, et il se trouve qu'Edgar Allan Poe était joueur pathologique, justement. Donc le lien entre ces deux faits est assez évocateur. Quelque chose qui est assez directement lié à l'existence de l'illusion du joueur, à la découverte de l'illusion du joueur, c'est qu'aujourd'hui, dans les casinos modernes, vous ne trouvez plus un spot de roulette sans un historique électronique de des derniers coups qui sont tombés, des derniers numéros qui sont tombés. La raison pour laquelle les gérants de casinos utilisent ces historiques électroniques, c'est que justement, cette illusion du joueur nous donne l'illusion qu'on sait quelle va être la couleur suivante. Et donc, évidemment, mécaniquement, cette illusion nous amène à parier plus, puisque ça vaut le coup subjectivement, ça vaut le coup de parier plus si on sait la couleur qui va tomber. Donc, tout ça, c'est un exemple de cette adaptation des casinos aux biais cognitifs qui peuvent exister chez les êtres humains, et cette optimisation des machines de façon à faire jouer les gens le plus possible. Maintenant, ces mêmes chercheurs qui ont démontré là sur la gauche l'existence du biais, avec cette mise de 100% pour des séries de 6, ils ont utilisé l'IRM fonctionnel, une technique qui permet de mesurer l'activité cérébrale en même temps que les gens sont en train de faire des tâches cognitives. Et ils ont montré que, en utilisant cette technique, l'activité dans le cortex préfrontal latéral, c'est-à-dire cette même zone que je vous montrais à la diapo précédente, est corrélée entre la tendance, plus l'activité de cette zone est forte, et plus les joueurs vont avoir tendance, plus les sujets ont tendance à miser sur la couleur opposée au prochain coup. Il semble qu'il y ait un effet prédictif de l'activité dans cette zone qui appartient à notre système cérébral compliqué, évolutivement récent, etc. Il semble qu'il y ait un aspect prédictif dans la tendance à miser sur la couleur opposée. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit plutôt des systèmes primitifs et aveugles qui soient sensibles à ce biais. Et pour vraiment essayer de démontrer le caractère causal de cette association entre cortex latéral préfrontal et illusion du joueur, les chercheurs sont allés plus loin. Ils ont décidé de stimuler électriquement, c'est-à-dire d'augmenter artificiellement l'activité des neurones dans cette zone du cortex préfrontal. Ça se fait en posant des éponges sur la tête des gens et en faisant passer un petit courant électrique du pôle plus au pôle moins de l'éponge. Et cette stimulation électrique, de façon assez claire, produit une exacerbation de l'illusion du joueur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rôle causal, un petit courant électrique va changer le comportement des gens et va les rendre plus sensibles à cette illusion. Ce qui suppose vraiment que nos processus de raisonnement élaborés de haut niveau sont à la base du biais. Et d'ailleurs, dans une petite étude subséquente, ces mêmes chercheurs, donc Zhu et al., en 2012, ont montré que les individus les plus intelligents, les individus qui sont le moins enclins à décider sur la base de leurs émotions, c'est-à-dire les individus qu'on se représente habituellement comme étant les moins susceptibles d'avoir ce genre de biais cognitifs qui sont finalement assez grossiers, sont aussi en fait ceux qui sont le plus sensibles à l'illusion dont on parle. Il semblerait qu'il y ait vraiment une association entre intelligence et illusion du joueur. On peut se poser la question, pourquoi cette association entre intelligence, processus cognitif de haut niveau et illusion du joueur, comme Blur's fallacy? Une réponse possible serait de dire, évidemment, les gens intelligents sont des gens qui sont habitués à contrôler, à prévoir ce qui arrive dans l'environnement, et ce sont aussi des gens qui sont peut-être plus enclins à se convaincre eux-mêmes de la validité de leur raisonnement, et donc à résister contre les évidences, contre les observations qui leur prouvent que leur raisonnement est faux.
Mais en fait, il y a une autre explication qui a été proposée, qui est une explication qui dérive de l'adaptation de notre cerveau au monde réel. Le monde réel, ce n'est pas un monde dans lequel on peut faire des tirages sans remise, des tirages avec remise, pardon. Dans le monde réel, les ressources sont limitées. Il est possible que ce type de biais provienne de l'adaptation à des situations comme celle-ci. Imaginez que vous êtes un chasseur et que vous ne savez pas de quel côté aller chasser. Et que les 3 premières fois, vous alliez chasser du côté gauche, vous choisissiez cette option A. Il peut être adaptatif, il peut être utile pour votre survie, que la 4e fois, spontanément, en ayant une certaine représentation de ce qui se passe dans le monde, vous décidiez d'aller chasser dans le bosquet B. Donc ça suppose qu'en fait, peut-être que nous sommes trop élaborés, nous sommes peut-être des machines trop bien adaptées à notre monde pour être adaptées aux situations de jeu dans les casinos. Le dernier biais dont je voudrais vous parler, enfin l'avant-dernier biais dont je voudrais vous parler, c'est ce biais découvert par Kahneman et Tversky en 1979, qui ont montré que notre représentation des probabilités, au moment où on prend une décision du type « est-ce que je veux investir 10 € sur une machine à sous qui pourrait me rapporter, mettons, 40 € avec 20% de chance de gagner », est-ce que quand on prend ce genre de décision, on n'est pas en train de modifier notre représentation des probabilités? Est-ce qu'on n'est pas en train de déformer les probabilités quand on raisonne dans ce genre de situation? Et effectivement, en utilisant une méthode que je ne vais pas décrire ici, mais qui est relativement simple, Kahneman et Tversky ont montré que nos probabilités subjectives en fait, sont déformées de façon assez systématique relativement aux probabilités objectives. Et ce caractère systématique se traduit par une surévaluation des petites probabilités. On va avoir par exemple tendance à se représenter, à décider sur des options qui nous offrent 20% de chance de gagner, un petit peu comme si, en fait, elles représentaient 25% de chance de gagner. On a ici ce qu'on pourrait appeler une surévaluation des petites probabilités. Et au contraire, quand on monte dans les probabilités, on a une sous-évaluation des grandes probabilités. Ce phénomène de biais de distorsion, il montre bien que quand on utilise les probabilités, on les transforme d'une façon qui est utile habituellement pour nous. Et il se trouve que Kahneman et Tversky ont proposé très précocement que ce biais de surévaluation des petites probabilités, donc ce biais de distorsion, puisse expliquer l'attraction des humains pour le jeu. Effectivement, le jeu, il est caractérisé par des situations de gain qui arrivent avec une faible probabilité d'occurrence. C'est très rare les jeux qui nous offrent un gain, une chance sur 2. La roulette est peut-être l'unique jeu, si on mise sur rouge ou sur noir, qui nous offre une chance sur 2 de gagner. Donc ils ont proposé cette explication, et dans une étude qu'on a fait l'an dernier, il y a 2 ans avec Guillaume, on a décidé d'étudier comment les joueurs pathologiques et les sujets normaux variaient dans cette représentation subjective des probabilités. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, les joueurs pathologiques se représentent les probabilités d'une façon différente des sujets normaux. Il semble que quand ils sont à faire des décisions probabilistes, leur déformation a une allure différente, avec une surélévation systématique de la courbe par rapport aux sujets normaux. Par contre, la distorsion, c'est-à-dire cette forme en S inversée, n'est pas accentuée chez les joueurs, ce qui suppose qu'ils ont en fait une représentation aussi linéaire, mais orientée vers le risque. Ils auraient un biais d'optimisme dans leur manière d'utiliser les probabilités. Et encore une fois, l'IRM ici apporte des éléments de réponse sur l'origine de ce type de biais, dans la mesure où des chercheurs ont mis des sujets dans l'IRM et leur ont présenté comme ça des propositions monétaires avec des probabilités d'obtenir des grands montants versus des montants certains, avoir de l'argent de façon sûre, sans prendre de risques. Et ils se sont rendus compte dans ce type de tâches que dans le striatum, c'est-à-dire dans ces zones automatiques qui fonctionnent automatiquement, implicitement, la représentation des probabilités est en fait relativement linéaire. Si on se basait sur notre striatum pour décider, il semblerait qu'on prendrait des assez bons choix puisque cette représentation n'est pas biaisée, elle n'est pas linéaire. Par contre, ils ont découvert que le biais était visible dans le cortex préfrontal gauche, toujours cette même structure qu'on met en évidence depuis tout à l'heure et qu'on associe à la cognition de haut niveau, au raisonnement explicite et conscient. Et là, vous voyez que dans ce cortex préfrontal gauche, il y a maintenant une distorsion de la probabilité qui ressemble étrangement à la courbe que je vous ai présentée juste avant. Donc c'est ce système d'évaluation évolué, explicite et contrôlé qui semble être à la base de l'altération de la représentation des probabilités.
Je vais passer sur ce dernier biais qui dit, en fait, très brièvement, que les joueurs pathologiques ont peut-être plus de difficultés à réfréner leur envie d'avoir tout de suite une récompense importante et qu'ils ont du mal à attendre dans le temps pour avoir une récompense encore plus grande. Typiquement, attendre leur salaire à la fin du mois plutôt que d'espérer un montant immédiat au casino. Et je laisse maintenant la parole à Guillaume pour la partie sur jeux, récompenses et addiction. Donc, Romain a très bien illustré à quel point on est victime d'un certain nombre de biais qui nous donnent cette illusion qu'on contrôle un petit peu ces jeux d'argent alors qu'on ne les contrôle pas du tout et qui nous font surestimer nos chances de gain. Est-ce que c'est ça qui va faire de vous un joueur pathologique? La réponse est non. On est tous sensibles à ce genre de biais, comme Romain l'a illustré. Les joueurs pathologiques, ils sont particulièrement sensibles, mais ce n'est pas cette raison qui va faire de vous un joueur pathologique. Certes, c'est un facteur de vulnérabilité, mais il y a des raisons qui sont vraisemblablement plus profondes. Et d'ailleurs, si on s'intéresse aux critères diagnostiques du jeu pathologique, il y en a 9 sur lesquels je vais revenir, mais vous constatez qu'il y en a un seul, finalement, qui fait allusion à ces biais. Et ce critère, c'est la tentative pour se refaire après des pertes. C'est cette idée que si on a perdu beaucoup de fois, finalement, ça va être compensé sur le long terme par un gain. Et donc, ça vaut de plus en plus le coup de continuer à jouer quand on a perdu plusieurs fois de suite. Donc, qu'est-ce qui va faire de vous un joueur pathologique et comment est défini le jeu pathologique? Donc, voici les critères qui sont définis dans ce DSM-5. Donc, il y a une préoccupation très importante en permanence par le jeu, un besoin constant d'augmenter les mises, une agitation lors des tentatives d'arrêt, des efforts infructueux pour arrêter le jeu, et le fait que le joueur joue pour échapper à des difficultés, ment à son entourage sur ses habitudes de jeu, met en danger une relation affective importante ou un emploi, et compte sur les autres pour obtenir de l'argent. Et la définition officielle du jeu pathologique, c'est que si vous répondez oui à 4 de ces critères ou plus, vous êtes officiellement diagnostiqué comme un joueur pathologique. Vous pouvez constater, comme je le disais en introduction, qu'il y a un certain nombre de ces critères qui vous rappellent vraisemblablement le phénomène de l'addiction. Et j'aimerais en particulier attirer votre attention sur ces 3 critères qu'on trouve ici, qui rappellent les 3 symptômes clés d'une addiction. La première, la préoccupation par le jeu, c'est ce qu'on appelle en anglais le craving, donc c'est cette idée que en permanence, vous allez vous remémorer des situations de jeu, vous demandez comment vous allez pouvoir obtenir de l'argent pour aller jouer ou pour aller acheter de la drogue. Le deuxième, le besoin d'augmenter les mises, c'est ce qu'on appelle l'accoutumance. C'est cette idée que vous allez consommer des quantités croissantes de drogue ou vous allez constamment augmenter les mises d'argent mises en jeu pour continuer à ressentir un plaisir constant. Et finalement, l'agitation, l'irritabilité que les joueurs ressentent quand ils cherchent à s'arrêter, ce qu'on appelle les symptômes de manque, qui sont très bien connus dans le domaine de l'addiction aux drogues. Et finalement, ces similitudes ont conduit à recatégoriser le jeu, donc le jeu pathologique comme une addiction. Alors ça peut paraître assez intuitif et anecdotique, mais en fait cette redéfinition, elle a été officiellement acceptée il y a environ 9 mois, puisque cette nouvelle version du DSM est parue il y a environ 9 mois, et pendant très longtemps ça a été considéré comme ce qu'on appelle un trouble du contrôle des impulsions, ce qui était un petit peu réducteur. Et donc maintenant, on conceptualise ça vraiment comme une addiction. Comme je le disais, c'est vraiment lourd de conséquences, cette définition. La première, encore une fois, c'est que le jeu pathologique est une vraie maladie qui peut être diagnostiquée et prise en charge. La deuxième conséquence qui est importante, c'est qu'on sait un certain nombre de choses aujourd'hui sur l'addiction aux drogues, et on sait notamment qu'il y a un dérèglement cérébral. Et donc, par analogie, on peut penser que dans le jeu pathologique, dans l'addiction au jeu, il y a également un dérèglement cérébral que l'on peut conceptualiser comme un problème de sensibilité aux récompenses, puisque ce problème de sensibilité aux récompenses, c'est vraiment le mécanisme clé de l'addiction aux drogues. Donc avant de rentrer dans les détails et de vous montrer des images de cerveau, j'aimerais revenir sur ce concept de récompense tel qu'on l'utilise en neurosciences cognitives, parce qu'il est important et intéressant. Alors dans la vie de tous les jours, comment définir une récompense? Souvent, c'est un objet qui vous apporte du plaisir et que vous recevez pour vous encourager dans un certain comportement. Donc, un exemple typique, votre salaire à la fin du mois, qui est là pour vous récompenser, pour vous encourager à bien travailler pendant le mois qui vient. Donc là, on entrevoit 2 fonctions clés des récompenses qui sont le plaisir, l'argent vous apporte du plaisir, et en retour, ce plaisir vous motive pour continuer à avoir un comportement qui fera plaisir à votre patron. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin. L'argent vous apporte du plaisir,
mais oui, et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on appelle souvent les récompenses des renforçateurs du comportement pour cette raison. Et donc si on va un peu plus loin, l'argent vous apporte du plaisir, mais c'est un petit peu étrange si vous y réfléchissez, parce que l'argent c'est juste un bout de papier. Et d'ailleurs, si je remplace cette pile de billets de 500 € par cette image, je doute que pour beaucoup d'entre vous, ça ressemble à une récompense. Par contre, si je vous dis qu'au Japon, vous pouvez prendre cette pile de papier et l'échanger contre ce plat de sushi, là, tout d'un coup, cette pile de papier va prendre la dimension d'une récompense. Et là, on touche à une différence qui est fondamentale entre ce qu'on appelle les récompenses primaires et les récompenses secondaires. Donc les récompenses primaires, comme la nourriture, sont des objets qui vous apportent donc, du plaisir et qui satisfont des besoins vitaux. Donc c'est des stimuli qui sont indispensables pour la survie. Il est indispensable de manger, évidemment, et qui ont une valeur innée. Les nourrissons, si vous leur mettez un goût sucré sur la bouche, ils vont faire une moue de contentement immédiate. On a ce goût inné pour les choses sucrées. Et de la même façon, si vous mangez des sushis, certains d'entre vous n'aiment peut-être pas les sushis, mais pour ceux qui aiment ça, ils le savent instantanément. On n'a pas besoin de vous l'apprendre. Et dans cette catégorie des récompenses primaires, on range souvent la boisson et le sexe également, qui évidemment est indispensable à la survie, pas des individus, mais des espèces. Et vu que ces récompenses primaires sont indispensables à la survie, on les retrouve évidemment chez toutes les espèces, donc à la fois chez l'homme et chez l'animal. Donc à l'inverse, les récompenses secondaires satisfont des besoins non vitaux. Contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, notamment dans les places boursières, l'argent n'est pas indispensable à la survie, en tout cas dans nos sociétés elle l'est parfois, mais ce n'est pas immédiatement indispensable à la survie, et surtout la valeur de l'argent, comme je vous disais, elle est apprise. C'est en échangeant ces billets, ces yens, contre un plat de sushi, que la première fois que vous allez au Japon, vous faites vraiment l'expérience que l'argent est une récompense secondaire. Et donc les récompenses secondaires sont des récompenses qui sont beaucoup plus abstraites, évoluées, qui sont apparues beaucoup plus tardivement dans l'évolution des espèces et qu'on retrouve essentiellement chez l'homme et chez quelques espèces de grands singes. Et dans cette catégorie, on peut également ranger d'autres types de récompenses, comme le pouvoir. Donc le pouvoir est une récompense extrêmement puissante, et les médias nous rappellent régulièrement que cette récompense peut s'échanger contre un certain nombre de faveurs, qu'elles soient monétaires ou autres. Et vous avez aussi d'autres récompenses, comme la réputation, par exemple. Je suis persuadé que les gens qui travaillent ici à la Cité des Sciences sont ravis de savoir que les lecteurs de TripAdvisor leur donnent d'excellentes notes, ce qui leur permet de maintenir une programmation de qualité et de continuer à présenter des conférences tout à fait intéressantes comme celle-ci. Et donc maintenant, commençons à parler de cerveau. Donc, vous en avez sûrement entendu parler. On a dans le cerveau un certain nombre de structures cérébrales qui sont spécialisées dans le traitement de ces récompenses. Donc, vous voyez ici un cerveau en 3 dimensions. Vous voyez ici l'hémisphère droit, l'arrière du cerveau, l'hémisphère gauche et à nouveau l'avant du cerveau. Si on pénètre dans ce cerveau, vous trouvez ici une structure dont Romain a déjà parlé, qui s'appelle le striatum, qui, comme Romain le disait, est une structure relativement primitive et qui va s'activer à la fois en réponse à des récompenses primaires, mais aussi en réponse à des récompenses secondaires. Et ce qui se passe, si on simplifie un petit peu, c'est que chaque fois que vous recevez l'une de ces récompenses, vous allez avoir une libération dans cette région d'une molécule qu'on appelle la dopamine. Donc la dopamine, c'est un neurotransmetteur. C'est une molécule chimique qui permet aux neurones de communiquer entre eux. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez recevoir une récompense, cette libération de dopamine, c'est vraiment ça qui va vous donner cette sensation de plaisir, cette sensation de récompense, qui va surtout vous encourager à reproduire le comportement qui a mené à cette récompense. Et ce mécanisme biologique, il a été vraiment sélectionné par l'évolution, notamment pour nous encourager à avoir des comportements qui mènent à ces récompenses primaires et qui maintiennent notre survie. Et en parallèle donc de ce striatum, vous avez une structure ici qu'on appelle le cortex orbitofrontal, qui est divisé en 2 sous-régions. Vous avez d'abord le cortex orbitofrontal postérieur, qui est elle aussi une région qui est relativement primitive, qui va répondre spécifiquement aux récompenses primaires. Et vous avez ici, plus antérieurement, une région qui est apparue plus récemment dans l'évolution, qu'on ne trouve que chez l'homme et chez les espèces de grands singes, qui répond exclusivement aux récompenses secondaires. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, revenons aux jeux d'argent. Donc les jeux d'argent,
l'argent, en tant que récompense, a une place centrale, évidemment, dans les jeux. Et une hypothèse assez intuitive, c'est que si vous avez un dérèglement de l'activité cérébrale dans ce système de récompense, dans ces régions cérébrales, il va y avoir une perturbation de votre sensibilité aux récompenses et donc potentiellement un comportement addictif. Moi, c'est l'hypothèse générale et j'aimerais maintenant explorer avec vous 3 hypothèses qui ont été proposées et testées ces dernières années, spécifiquement dans le domaine des jeux d'argent. La première, c'est cette idée qui est sûrement la plus intuitive, que les joueurs pathologiques auraient une réponse exacerbée aux gains monétaires. La deuxième hypothèse serait qu'on aurait une réponse inappropriée à ce qu'on appelle les événements de type near miss, donc ces gains manqués de peu. Je reviendrai là-dessus. Et cette troisième hypothèse, qui est l'idée que le jeu pathologique serait également un problème de motivation et pas seulement un problème de réponse aux gains monétaires, un problème lié au plaisir que procure l'argent. Donc, cette idée d'une réponse exacerbée aux gains monétaires, comme je l'ai, c'est sûrement l'hypothèse la plus intuitive, notamment parce qu'on suspecte très fortement, vous en avez peut-être entendu parler, que la dopamine joue un rôle dans le jeu pathologique. Et pourquoi on croit ça ? Pour cette raison, pour cette observation clinique qui a été faite à maintes reprises. Vous avez sûrement entendu parler de la maladie de Parkinson, et donc cette maladie est caractérisée par une dégénérescence des neurones qu'on appelle. Et le traitement qui est classiquement donné à ces patients, c'est de la dopamine artificielle, si vous voulez, qui va compenser pour cette dégénérescence des neurones dopaminergiques. Donc, on va donner la dopamine à ces patients, et ce qu'on a constaté, c'est que chez un certain nombre de patients, environ 10%, quand on leur donne de la dopamine, presque du jour au lendemain, ils se mettent à avoir des symptômes de jeu pathologique et aussi d'autres comportements de type addictif comme une hypersexualité. Et vous vous souvenez peut-être du cas de ce patient qui a été assez médiatisé il y a environ 1 an et demi, qui s'appelle Didier Jambard, qui était un patient assez jeune, de 52 ans, qui s'est mis à jouer terriblement au casino, qui a perdu 82 000 €. Il a assigné GSK, qui était le fabricant du médicament qu'on lui a donné, qui s'appelle le Requip. Il les a assignés en justice, et au bout d'une longue bataille judiciaire, il a fini par récupérer 200 000 €. Mais bien sûr, comme il le dit, GSK lui a volé 7 ans de sa vie, puisqu'il a été dans une situation familiale, financière, professionnelle absolument terrible. Donc c'était un cas particulièrement extrême, mais pour cette raison, on suppose donc que la dopamine joue un rôle vraiment très important dans le jeu pathologique. Mais c'est une observation clinique et on ne comprend pas encore très bien pourquoi c'est le cas. Et donc il y a des chercheurs qui ont testé cette hypothèse, donc une équipe en Finlande et une équipe au Danemark, qui ont utilisé une technique particulière qu'on appelle la tomographie par émission de positons, et qui ont testé donc, chez les joueurs pathologiques non atteints de la maladie de Parkinson cette idée qu'il y avait une libération massive de dopamine chez ces patients. Ils les ont fait jouer à des jeux de cartes, des jeux de machines à sous, et ce que l'on constate, c'est que la libération de dopamine est strictement identique à la fois chez les joueurs pathologiques et des non-joueurs, pas de différence, un petit peu décevant. Et donc, pour investiguer cette question, on a utilisé une autre technique qui est plus courante, un petit peu moins chère, et que Romain a déjà évoqué, qui s'appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRMF, qui permet de rentrer dans le cerveau d'une personne et de regarder son activité cérébrale. Et comme je trouve que c'est assez fascinant, j'ai envie de prendre juste 30 secondes pour vous expliquer le principe de cette technique. Et on a souvent la question, mais comment ça se passe? Les gens sont allongés, voilà. Donc, voici à quoi ça ressemble. Si jamais vous passez une expérience, vous serez allongé de cette façon. Vous aurez la tête dans un espèce de tunnel qui est un énorme aimant. Et on va vous projeter des images. Donc, dans les expériences qu'on fait passer à nos participants, ce sont en général des images d'argent, que vous voyez, qui sont projetées donc à l'aide d'un projecteur qui est contrôlé par un ordinateur. Et cet ordinateur permet également de recueillir les réponses des sujets à l'aide d'un boîtier réponse. Et bien sûr, les gens voient ces images à travers un miroir incliné. Et le principe physique est relativement compliqué, mais on peut le résumer de la façon suivante. Quand vous voyez un stimulus comme ça, comme une récompense monétaire, vous allez avoir une activité neuronale, une libération de dopamine. Donc les neurones consomment de l'énergie, consomment de l'oxygène, ont besoin d'un nouvel apport en oxygène qui est apporté par le sang. Et le signal qu'on appelle le signal IRMF, finalement, est proportionnel
à cet afflux local de sang dans cette région qui vient d'être sollicitée par le stimuli que vous avez présenté à l'écran, donc en l'occurrence ici une récompense. Donc on a utilisé cette technique et on a demandé à des participants de faire une tâche extrêmement simple. On leur montrait un symbole abstrait, prédictif d'un gain d'argent, et on leur demandait ensuite d'appuyer le plus rapidement possible pour obtenir cette somme d'argent, et parfois ils obtenaient cette somme si c'était assez rapide, parfois ils ne l'obtenaient pas. Et on a regardé l'activité cérébrale qui était engendrée par ces gains d'argent chez les non-joueurs. Sans surprise, on retrouve cette structure dont j'ai parlé précédemment, le striatum ventral, et chez des joueurs, on trouve exactement la même activité, encore une fois, pas de différence, on est encore déçu. Mais souvenez-vous, je vous ai parlé de cette autre structure qu'on appelle le cortex orbitofrontal, qui est ici, qui est divisé en deux régions, dont l'une, la partie la plus antérieure, répond spécifiquement aux récompenses secondaires. Donc c'est un peu comme les jeux d'argent, une chance au grattage, une chance au tirage. On se dit, bon, bah, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant dans cette région qui répond spécifiquement aux récompenses secondaires. Encore une fois, on compare l'activité cérébrale chez les joueurs et les non-joueurs, encore une fois, pas de différence. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, ce qu'on a trouvé chez les joueurs pathologiques, c'est une réponse dans cette partie plus postérieure du cortex orbitofrontal et qu'on n'a pas retrouvée chez les non-joueurs. Et si vous vous souvenez, je vous ai dit que cette région, normalement, elle répond spécifiquement aux récompenses primaires, c'est-à-dire aux récompenses qui vous apportent un plaisir intrinsèque qui est inné. Donc l'hypothèse qu'on a faite, c'est que peut-être les joueurs pathologiques, ou en tout cas leur cerveau, interpréteraient les gains monétaires comme une récompense primaire. En d'autres termes, l'argent leur procurerait le même plaisir, si vous voulez, que des récompenses primaires, comme la nourriture, c'est-à-dire qu'il leur apporterait un plaisir intrinsèque qui est déconnecté de la valeur de l'argent en tant qu'outil, en tant que monnaie d'échange. Et ça, c'est assez cohérent si vous y pensez avec le comportement des joueurs pathologiques qui semblent jouer en perdant un petit peu de vue le fait que ce qu'ils cherchent à obtenir, l'argent, est quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser dans un but bien précis. Souvent, ces joueurs, ils jouent pendant de longues périodes, ils perdent la mémoire des gains, des pertes, et donc finalement, peut-être qu'ils cherchent à gagner de l'argent juste pour ressentir ce plaisir qui dure juste quelques instants au moment où ils gagnent cet argent, et finalement ils perdent de vue cette idée que l'argent est en tout une récompense secondaire qui n'a de valeur que parce qu'elle permet d'être échangée contre des récompenses de plus bas niveau. Alors maintenant, je voudrais évoquer cette deuxième hypothèse qui, ce qu'on appelle une réponse inappropriée au gain manqué de peu. Ce qu'on appelle aussi en anglais, c'est un petit peu plus court, donc je vais utiliser ce terme, les événements de type near miss. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà joué au moins une fois dans leur vie un jeu de machine à sous, et vous avez tous été confrontés, j'en suis sûr, à cette situation extrêmement frustrante, où la première roue s'arrête sur un 7, la deuxième roue s'arrête sur un 7, et la troisième roue, pas sur un 7. C'est ça qu'on appelle un événement de type near miss. Vous avez cette impression d'être très proche d'un gain, mais au dernier moment, et non, c'est une perte. Et ces événements, on les retrouve absolument dans tous les types de jeux. Si vous jouez au dé, que vous cherchez à obtenir un double 6, un 5 et un 6, c'est un near miss. Si vous jouez aux courses hippiques et que vous avez parié, je crois que c'est celui-là parce que c'est tellement proche que j'ai du mal à me rendre compte sur la photo, mais si vous avez parié sur cheval, si c'est celui-ci qui gagne, encore c'est un événement de type near miss. Et ce qu'on a constaté à la fois dans des études scientifiques, mais aussi dans le monde réel, c'est que ces événements renforcent le jeu. Ils prolongent terriblement les périodes de jeu. Et c'est à tel point que si vous allez dans un casino et si vous jouez une machine à sous, la fréquence de ce type d'événement est bien plus importante que la fréquence qui serait prédite par un algorithme purement aléatoire. Et les casinotiles le savent très bien, et comme le disait Romain, ils exploitent tout ce genre de biais. Et il y a même dans certains États américains et canadiens, par exemple, une législation particulière qui limite la fréquence de ces types d'événements parce qu'on sait qu'elle a un impact extrêmement négatif sur la durée de jeu et le comportement de jeu. Et donc si finalement ces événements renforcent le comportement de jeu, à partir de ce que je vous ai dit précédemment, une hypothèse assez intuitive, c'est que peut-être ces événements activent le système de récompense. Et c'est pour ça que je parle d'une réponse inappropriée, puisque ces événements, évidemment, mènent à des pertes. C'est ce qu'a voulu tester une équipe anglaise de Cambridge, à l'aide de cette technique d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle chez les non-joueurs. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait jouer ces non-joueurs à un jeu de machine à sous très simple. Ils ont comparé l'activité cérébrale à des événements de type à des gains d'argent et à des événements de type near miss où les gens ne gagnaient pas d'argent. Et ils ont comparé à chaque fois l'activité cérébrale à des événements qu'on appelle full miss ou
aucune des roues n'était alignée et où les gens ne gagnaient pas d'argent. Quand on compare un gain à une perte, logiquement, encore une fois, on s'attend à une activité dans le système de récompense, ça c'est très bien connu. Par contre, quand vous comparez un événement de type near miss à ce type d'événement, dans les deux cas, c'est une perte d'argent. Donc ces deux événements devraient engendrer une activité cérébrale strictement négative, et si vous comparez les deux activités, on ne devrait rien voir. Et bien, ce n'est pas le cas. Ces événements de type near miss engendrent une activité dans le système de récompense et finalement agissent donc comme des mini-gains. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils renforceraient le comportement. Mais ce n'est pas complètement satisfaisant comme explication d'uniquement regarder le cerveau. Quelle est l'explication psychologique qui est derrière ça? Et l'explication psychologique qui a été proposée, qui est la plus populaire, est la suivante. C'est qu'en dehors des jeux de hasard, ces événements de type near miss signalent une acquisition de compétences. Prenons l'exemple des fléchettes. Si vous apprenez à jouer aux fléchettes, à votre premier essai, en tout cas c'est typiquement comme ça que je m'imagine jouer la première fois, vous allez sûrement lancer plein de fléchettes à côté de la cible. Vous entraînez un petit peu, au deuxième essai vous vous rapprochez de la cible, mais bon, vous n'êtes quand même pas encore dedans. Donc ça c'est typiquement un événement de type near miss. Et dans ce cas, il y a une amélioration de votre comportement et le fait que vous êtes rapproché de la cible signale le fait que vous avez acquis des compétences. Et cet événement mérite d'être interprété comme tel et mérite de renforcer votre comportement pour que vous continuiez à vous améliorer. Par contre, si on revient à l'exemple des jeux d'argent, si vous commencez à jouer une machine à sous et que vous aviez aucune des roues qui n'est alignée et qu'au deuxième essai, vous avez 2 roues qui sont alignées, parce que vous avez cette habitude que ce type d'événement de type near miss signale une acquisition de compétences, vous allez avoir de façon inconsciente une impression d'acquérir des compétences, mais on est en train de parler de jeu d'argent, on est en train de parler de phénomènes aléatoires, et donc finalement, cette impression d'acquisition de compétences correspond à une illusion de contrôle. Vous avez l'impression d'être en contrôle du jeu, que vous êtes en train de devenir meilleur, mais il n'y a aucun contrôle puisqu'on parle d'un jeu de machine à sous. Mais cet événement va néanmoins renforcer votre comportement et va vous encourager à persévérer dans le jeu. Et c'est ce que l'on constate chez un grand nombre de joueurs. Et donc la question naturelle qui survient, est-ce que ce phénomène est exacerbé chez les joueurs pathologiques? Et donc on a voulu tester cette idée et on a collaboré donc avec cette équipe de Cambridge, le petit drapeau néerlandais, c'est moi. Et donc on a repris cette même tâche très simple de machine à sous et on a comparé à la fois chez les non-joueurs et chez les joueurs l'activité qui était produite par ces événements de type near miss à ces événements de type full miss. On a reproduit ce résultat, ce qui est toujours satisfaisant en recherche, que chez les non-joueurs, les near miss engendrent une activité cérébrale dans le système de récompense. Et ce qu'on a constaté, et là on était vraiment très contents, c'est que chez les joueurs, il y a effectivement une réponse donc inappropriée et même exacerbée en réponse aux near miss si on les compare à des sujets non-joueurs. Et finalement, donc ces événements de type near miss qui sont exagérément interprétés comme des mini-gains participent vraisemblablement au jeu excessif, au comportement de jeu excessif de ces joueurs pathologiques. Et enfin, donc j'aimerais parler de motivation. Ce que je ne vous ai pas dit en introduction concernant le système de récompense, c'est que ces régions cérébrales sont activées quand vous recevez des récompenses, mais elles sont aussi activées quand vous anticipez ces récompenses, et notamment quand vous voyez des indices visuels dans votre environnement qui vous prédisent des récompenses. Donc si vous voyez des indices visuels comme une machine à sous qui va vous prédire de l'argent, de tels indices qui vont vous prédire un bon hamburger, un bon cocktail ou des images érotiques, cette région, en particulier le striatum ventral, va s'activer et c'est ce mécanisme, il va y avoir une libération de dopamine comme je le disais, et c'est ce mécanisme qui va engendrer de la motivation et un comportement d'approche vers ces stimuli pour aller chercher cette récompense et la consommer. Maintenant, vous pouvez imaginer que chez une personne qui n'est pas atteinte d'addiction, la réponse du striatum à ces différents indices contextuels va être relativement similaire pour ces différents indices et va finalement engendrer une motivation relativement équilibrée pour ces différents types de récompenses. Et maintenant, si on imagine la situation suivante, si pour une raison ou une autre, votre striatum répond de façon exagérée à un type d'indice contextuel par rapport aux autres, ça risque d'engendrer une motivation
qui va être déséquilibré pour ces différents types de récompenses et donc un comportement addictif. Donc cette hypothèse a été largement testée dans le domaine de l'addiction aux drogues et on sait aujourd'hui que ce mécanisme participe du maintien de l'addiction aux drogues. Et nous, on a voulu tester donc cette idée dans l'addiction au jeu en se posant cette question qui devient assez intuitive, qui est de savoir est-ce que finalement les joueurs, est-ce que notamment le striatum des joueurs a une réponse exacerbée aux indices contextuels qui prédisent des gains d'argent par rapport aux autres types d'indices contextuels. Temps de réaction similaire, motivation similaire chez les non-joueurs, différence de motivation chez les joueurs. Si on regarde l'activité cérébrale dans cette région, activité similaire chez les non-joueurs, différence très notable chez les joueurs pathologiques. Et quand on regarde cette différence d'activité cérébrale et qu'on la représente en fonction de la sévérité du jeu, une corrélation positive qui indique que chez les joueurs les plus sévères, il y a une très forte différence de réactivité du système de récompense aux indices monétaires comparés aux indices érotiques. Et chez les joueurs les moins sévères, il y a une différence mais qui est moindre. Pour conclure, si on résume tout ce dont Romain et moi avons parlé, et si on essaye donc de répondre à la question de départ, que se passe-t-il dans le cerveau d'un joueur? On espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse et vous avoir montré que déjà les joueurs récréatifs, mais aussi les joueurs pathologiques, sont victimes d'un certain nombre de biais cognitifs qui semblent trouver leur source dans cette région particulière qu'on appelle le cortex préfrontal latéral. Ensuite, je vous ai montré que chez les joueurs pathologiques, les récompenses monétaires semblent être interprétées par le cerveau de ces joueurs pathologiques comme des récompenses primaires qui procurent un plaisir intrinsèque qui est déconnecté de la valeur de l'argent en tant qu'outil et qui les pousserait donc à jouer en perdant de vue cette idée que l'argent est une récompense secondaire qui n'a de valeur que parce qu'elle peut être échangée. Je vous ai aussi montré que les joueurs, à la fois les joueurs récréatifs et les joueurs pathologiques, avaient une réponse inappropriée, une réponse exacerbée à ces événements de type near miss, ce qui engendre une illusion de contrôle, et que cette réponse était exacerbée chez les joueurs pathologiques, ce qui vraisemblablement contribue à maintenir le comportement d'addiction au jeu, et que finalement, il y avait, comme je viens juste de l'illustrer, une réponse aussi amoindrie en anticipation de récompenses non monétaires, et en l'occurrence, on a choisi l'exemple de récompenses érotiques. Donc, ces différents résultats nous permettent déjà d'améliorer le diagnostic de ces joueurs pathologiques, contribuent à une meilleure définition des symptômes de jeu et permettent aussi de renforcer ce parallèle qui a été fait ces 10 dernières années entre le jeu pathologique et l'addiction aux drogues. Donc par exemple, ce dernier résultat dont je viens de vous parler, cette idée qu'il y a une réponse amoindrie aux récompenses qui ne sont pas liées au jeu, on a retrouvé exactement la même chose dans l'addiction aux drogues, c'est-à-dire que les addicts aux drogues ont des réponses qui sont nettement diminuées à d'autres types de récompenses, et notamment aux récompenses monétaires. Et finalement, ces résultats permettent aussi de donner des pistes sur de potentielles approches thérapeutiques. Par exemple, en ce qui concerne les biais, une fois qu'on est au courant de ces biais, expliciter ces biais, verbaliser ces biais avec des joueurs pathologiques pour leur faire prendre conscience de leurs erreurs de raisonnement est quelque chose, une approche qui peut potentiellement les aider. Revaloriser aussi les récompenses non monétaires peut aussi être une approche intéressante pour faire prendre conscience aux joueurs pathologiques qu'il y a d'autres options. Évidemment, ils le savent, mais insister sur le fait qu'il y a d'autres récompenses qui peuvent aussi leur procurer un vrai plaisir dans la vie de tous les jours. Et enfin, revaloriser l'argent comme une récompense secondaire, c'est ce sur quoi j'ai beaucoup insisté. Donc, encore une fois, peut-être verbaliser le fait que l'argent est une récompense secondaire qui ne devrait pas procurer un plaisir intrinsèque, mais uniquement procurer un plaisir parce qu'il peut être échangé. Donc cette idée que on joue pour gagner de l'argent, mais aussi avec un but encore un peu plus lointain. Voilà, donc pour terminer, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure sur cette diapo, mais elle est assez courte. Romain et moi aimerions remercier un certain nombre de personnes. Donc déjà, cette recherche, on ne l'a pas fait tous les deux, on l'a fait avec un certain nombre de chercheurs qui ont énormément contribué, donc on aimerait ici leur rendre hommage.
On aimerait aussi remercier toutes les institutions qui ont financé ces recherches, notamment la Fondation pour la recherche médicale, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie et l'organisation néerlandaise pour la recherche scientifique, qui finance actuellement mes recherches aux Pays-Bas. On aimerait remercier ici tous les participants qui ont accepté de participer à nos recherches. On aimerait aussi évidemment remercier la Cité des Sciences de nous avoir invités et de nous avoir offert cette opportunité. Cerveau et Psycho, qui est partenaire de ces séries conférences et qui nous a aussi donné l'opportunité récemment d'écrire un article au mois de décembre sur les addictions. Et si ce n'est pas explicite, oui, c'est de la publicité. Et puis, enfin, pour terminer, évidemment, merci de votre attention. Bonjour, j'ai beaucoup aimé votre présentation. Merci. Et je pense qu'il aurait fallu peut-être une personne, parce que ce que vous avez dit, je pense que l'industrie de la publicité doit marcher exactement là-dessus, et qu'ils connaissent tout sur le sujet. Mais ça n'est pas ma question. Ma question, c'est que je ne suis pas sûr exactement, d'après ce que j'avais dit, quel est le rôle exactement dans le cerveau de la dopamine. Est-ce que c'est le... Je suis confus là-dessus. Est-ce que c'est le plaisir qui provoque la dopamine, ou est-ce que c'est la dopamine qui provoque du plaisir? Parce qu'à ce moment-là, autant passer à la dopamine immédiatement sans avoir besoin de faire $1 million. Alors c'est une excellente question que j'aurais aimé que vous ne posiez pas, parce qu'elle va m'obliger à donner une réponse qui est un petit peu compliquée et potentiellement confuse. Le rôle de la dopamine aujourd'hui, c'est le sujet de dizaines de recherches, et il y a souvent cette association qui est faite entre dopamine et plaisir, et on commence aujourd'hui, dans la communauté scientifique, à accepter l'idée que c'est une association qui est fausse. Et j'ai conscience que la façon dont j'ai présenté les choses peut participer à cette impression. Ce que je veux dire, c'est que la dopamine, concrètement, ce n'est pas la dopamine qui va vous procurer cette sensation de plaisir. La dopamine, elle est très importante dans deux autres fonctions qui sont la motivation, mais la motivation découle directement de cette sensation de plaisir que vous ressentez, et très importante aussi dans l'apprentissage. Et donc, quand je donnais l'exemple des billets d'yens que vous échangez contre un plat de sushi, il y a cette idée qu'il y a un apprentissage qui se fait au moment où vous échangez vos yens contre ce plat de sushi. Donc la dopamine est cruciale pour à la fois l'apprentissage et la motivation, et pas tellement pour vraiment la sensation de plaisir. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a des expériences qui sont faites chez des animaux qui montrent que si on utilise des modèles génétiques de rongeurs qui sont complètement dépourvus de dopamine, ils continuent à éprouver du plaisir quand ils consomment de la nourriture, par exemple, ce qui était une découverte assez choquante et assez étonnante pour beaucoup de scientifiques. Donc, quelle est la molécule qui est liée au plaisir? Sont plutôt, vous en avez peut-être entendu parler, les endorphines, dont je me suis abstenu de parler parce qu'on sait encore très peu de choses et on ne sait absolument rien sur le lien entre endorphines et jeux pathologiques. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop confus. Bonsoir, merci. En fait, tout à l'heure, quand vous avez parlé des joueurs pathologiques et de leur réponse altérée aux gains non monétaires, vous avez dit que la réponse était amoindrie par rapport à un niveau de base, mettons, pour les gains monétaires. Oui. Alors que moi, j'avais l'intuition que ce serait plutôt la réponse aux gains monétaires qui serait accrue par rapport au niveau de base. Tout à fait. C'était aussi, pour être tout à fait honnête, c'était aussi notre intuition, notre hypothèse. Et ce qu'on a trouvé, c'est que finalement, c'est pas tellement cette réponse, donc aux indices qui prédisent des gains monétaires qui étaient exacerbés, mais c'était plutôt la réponse aux indices qui prédisent des récompenses non monétaires qui étaient altérées. Donc finalement, et c'est pour ça qu'à notre avis, un certain nombre d'expériences qui ont été réalisées avant les nôtres, qui se sont focalisées sur les récompenses monétaires, parce que c'est un petit peu l'intuition qu'on peut avoir sur le jeu pathologique, n'ont pas trouvé de résultat.
J'ai pas expliqué toute la genèse de cette expérience, mais c'est pour ces raisons qu'on s'est dit, ok, les gens ne trouvent pas de différence en ce qui concerne les réponses cérébrales et les récompenses monétaires. Peut-être qu'on ne regarde pas la bonne chose. Peut-être que la variable qui est clé, c'est pas la réponse absolue des joueurs pathologiques aux récompenses monétaires, mais finalement c'est cette différence entre les réponses aux récompenses monétaires et non monétaires. Parce que finalement, si vous avez une réponse qui est diminuée à tous les autres types de récompenses, sauf l'argent, je caricature un petit peu, eh bien, finalement, l'argent va devenir quand même, par contraste, plus saillant et engendrer concentrer une bonne partie de votre motivation sur eux. Mais vous avez tout à fait raison de relever ça. Bonsoir et merci pour cette présentation qui s'est avérée très enrichissante et qui ouvre à plein d'autres questions. En fait, c'est ce qui est embêtant avec ces conférences-là, c'est que, bon, quoi qu'il en soit, moi j'aimerais savoir si une corrélation avait été mise en évidence entre l'addiction pathologique au jeu et les attitudes éducatives parentales. Je suis pas certain de comprendre la question. Vous songez à des expériences, par exemple, longitudinales ou qui reviendraient a posteriori sur l'éducation donnée, sur la prédisposition à développer un jeu pathologique, par exemple? Oui, sous cette forme ou sous d'autres formes, oui. Chez l'humain, je ne sais pas, mais il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de recherches développementales sur la mise en place de l'addiction au jeu. Un élément de réponse, ça pourrait être la recherche animale. Donc les comportements de prise de risque et de décision suboptimale, de mauvaise prise de décision chez les animaux, ont été pas mal étudiés ces dernières années, et il se trouve que les animaux séparés de leur mère, notamment les souris ou les rats séparés de leur mère, ont tendance à développer des profils décisionnels un petit peu particuliers, avec notamment cette tendance à vouloir chercher absolument des récompenses. Alors évidemment c'est de la nourriture, ça ne va pas être de l'argent, mais à chercher absolument des récompenses nutritionnelles immédiates, quitte à ce qu'elles soient plus petites, moins bonnes, moins grandes, au détriment de récompenses nutritionnelles qui nécessiteraient un certain délai d'attente avant l'obtention de récompenses. Donc on sait que le système de récompense, les systèmes qui régissent la manière dont on prend nos décisions et dont on apprend des décisions qu'on a prises, elles sont altérées. Enfin, ces systèmes, ils sont dépendants des expériences au moment de l'enfance, et ils sont façonnés, si vous voulez, par les expériences au cours du développement. D'accord, merci. Est-ce que je peux poser une autre question ? Vous avez expliqué à un moment donné que il apparaissait donc une corrélation entre l'intelligence, bon après, quelle que soit la manière dont on la mesure, je ne sais pas, et le développement d'une addiction, d'une addiction au jeu. Est-ce que je me trompe ? Voilà, c'est peut-être là, pas... vous faites le raccourci. Oui, Effectivement, il y a une petite étape entre les deux. L'intelligence prédit la sévérité d'une illusion cognitive, qui est cette illusion du parieur, qui consiste à croire qu'on sait ce qui va tomber parce qu'on a vu une série qui se répète d'une même couleur. Donc ça, c'est l'illusion du joueur. C'est une illusion qui est exacerbée chez les joueurs pathologiques, et il se trouve que d'un autre côté, c'est aussi une illusion qui corrèle bien, qui corrèle positivement à l'intelligence telle qu'on peut la mesurer avec des tests de QI tout à fait standards, ou des tests de mémoire de travail, c'est-à-dire des tests qui permettent de maintenir l'information en mémoire à court terme. En fait, le lien direct qui consisterait à évaluer l'intelligence des joueurs et à voir si l'intelligence elle-même est prédictive du développement d'une addiction, en passant par le biais, cette illusion du joueur et toutes ces illusions cognitives qui altèrent un peu notre représentation du hasard. Premièrement, ça n'a pas été testé. Et deuxièmement, comme Guillaume l'a rappelé au début de la conférence, les phénomènes dont je vous ai parlé dans la première partie, c'est avant tout des phénomènes éventuellement de prédisposition. C'est des mécanismes de susceptibilité qui peuvent avoir lieu dans le jeu. Mais le mécanisme addictif lui-même, c'est un mécanisme qui repose probablement beaucoup plus sur ces processus de renforcement, de récompense, que sur ces illusions cognitives dont j'ai discuté. Donc non, je ne dirais pas que l'intelligence prédirait l'addiction aux jeux pathologiques, même si les joueurs pathologiques, en général, sont des individus normalement intelligents.
c'est pas du tout évident de faire une distinction comme ça sur cette base-là en tout cas. Tout à fait. Merci. J'ai trouvé cette présentation très intéressante. Vous avez parlé donc du gain et des systèmes de récompense. Alors dans le jeu, il n'y a pas que le gain, il y a aussi la perte. Et donc, est-ce que vous avez fait des expériences aussi qui prennent en compte, par exemple, la perte? Est-ce qu'elle a aussi une incidence sur la neurophysiologie telle que vous l'avez présentée Oui. lors de votre exposé? Oui, c'est une excellente question. Et j'ai choisi de ne pas en parler parce que la réponse courte est non. On n'a pas tellement de résultats là-dessus. Il y a quelques expériences qui se sont intéressées justement aux réponses cérébrales aux pertes d'argent. Encore une fois, une hypothèse assez intuitive étant que les joueurs pathologiques ont une réponse particulièrement faible, sont assez peu sensibles finalement aux pertes d'argent. Et c'est pas ce que l'on constate, en tout cas à l'aide de l'imagerie cérébrale. Et donc... Un deuxième élément de réponse là-dessus, c'est que c'est difficile de faire perdre de l'argent à des gens qu'on appelle pour venir passer une expérience. Donc, c'est effectivement, ça peut sembler évident, mais c'est très difficile. Le statut d'une perte d'argent, quand on dit à un individu, on vous donne 200 € ou 100 € pour jouer à notre expérience, et vous allez éventuellement perdre ce pactole, c'est quelque chose qui est probablement très différent de ce qui se passe quand un individu vient avec son propre argent, l'argent qu'il a gagné un peu à la sueur de son front, pire qu'il aurait volé. C'est probablement des mécanismes très différents, et peut-être ça explique aussi cette absence de réponse. Et pour surenchérir là-dessus, quelque chose qui nous pose aussi problème dans les laboratoires pour tester ce genre d'hypothèse, c'est que les joueurs pathologiques sont habitués à manipuler des sommes qu'on n'est absolument pas en mesure de leur donner dans les laboratoires, puisque nos fonds sont loin d'être ceux des casinos. Et donc du coup, on a je vous ai dit, je vous ai montré qu'il y a un certain nombre d'expériences qui montrent qu'il n'y a pas de différence de réponse cérébrale entre des joueurs pathologiques et des non-joueurs. Et il y a même un certain nombre d'expériences qui trouvent que les joueurs pathologiques ont des activités cérébrales diminuées en réponse au gain d'argent, ce qui peut paraître assez contre-intuitif. Et il y a deux hypothèses qui ont été proposées pour expliquer ce mécanisme. Une hypothèse qui est extrêmement pragmatique, qui est justement de dire, oui, mais les joueurs pathologiques, ils sont habitués à jouer à coût de centaines d'euros, donc si vous leur donnez, parce que l'ordre de grandeur des sommes d'argent qu'on manipule, dans les labos, c'est quelques dizaines d'euros. Et pour eux, c'est insignifiant. Donc peut-être que c'est pour ça que finalement, leur cerveau ne réagit pas tellement. Cette idée, c'est une des grandes hypothèses dans l'addiction aux drogues, ce qu'on appelle le Reward Deficiency Syndrome, donc le syndrome de déficit de récompense, qui est une traduction terrible, je trouve, en français, qui est cette idée que finalement, les gens qui sont susceptibles à l'addiction sont des gens qui ont un système de récompense qui est chroniquement, de par leur génétique en particulier, qui est chroniquement sous-activé, qui répond très faiblement à tous les types de récompenses, et que pour continuer à être stimulé au même niveau qu'à un cerveau normal dans la vie de tous les jours, pour ressentir cette libération de dopamine, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, ils sont obligés de recourir à des stimulations extrêmes, comme la prise de drogue ou comme le jeu excessif. Mais c'est une hypothèse qui a été relativement bien validée, qui est relativement bien acceptée dans le domaine de l'addiction aux drogues, mais qui est très controversée dans le domaine de l'addiction au jeu. Et c'est peut-être là où il n'y a pas un chevauchement entier entre ces deux types d'addiction. Mais ça, c'est vraiment... Et d'ailleurs, toutes les recherches dont on vous a parlé, c'est des recherches qui datent de ces 5-10 dernières années, grand maximum. Donc c'est des choses très récentes qui sont potentiellement susceptibles d'être remises en cause. Donc, voilà. Et autre question, le facteur stress a-t-il une incidence sur le système de récompense ? Tu sais, c'est pas mal de choses là-dessus. Alors, le stress chronique, c'est un modulateur majeur du système de récompense. Les stress chroniques qui se doublent d'anxiété, en général, font que le cerveau devient plus réactif aux événements négatifs et anticipe plus les événements négatifs, c'est-à-dire les pertes, justement, que les événements positifs, c'est-à-dire les récompenses. Donc ça, c'est un ensemble d'études vraiment relativement large. Mais
mais qui peut avoir parfois les effets sont paradoxaux. Donc c'est pas un champ complètement unitaire. Des fois le stress, au contraire, augmente la sensibilité aux récompenses et par exemple génère des comportements de nourriture, de boulimie par exemple, ou des choses comme ça. Donc la connexion au niveau de la récompense, pour ce qui est de la récompense, la connexion entre stress et encodage des événements positifs ou négatifs, en moyenne, elle a tendance, les stress chroniques doublés d'anxiété ont tendance à faire diminuer le plaisir pris dans les choses et augmenter le déplaisir pris dans les choses, mais c'est plus compliqué que ça, il y a plusieurs formes de stress possibles. Par contre, le stress au moment de la décisionnelle, c'est-à-dire cette séquence qui vient avant la récompense, le stress au moment décisionnel, c'est quelque chose de très nocif pour notre capacité à nous représenter les conséquences à long terme de nos actions. C'est-à-dire que quand on est sous stress, on va avoir tendance à, et ça peut s'objectiver par des études cérébrales, quand on est stressé, on a tendance à évaluer les conséquences à court terme de nos actions et à délaisser cette idée qu'une action doit être jugée sur un long terme et a des conséquences à 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an. Et donc c'est plutôt à ce niveau-là, je pense, que l'interaction entre stress et ces systèmes dont on discute, décision, récompense, peut avoir un impact sur le jeu. C'est-à-dire une perte finalement de visibilité future chez les joueurs. Et j'ai pas eu le temps de le mentionner, mais ce comportement impulsif à la toute fin de ma partie, ce comportement impulsif des joueurs se traduit aussi par des activités cérébrales spécifiques des joueurs pathologiques. Et ça pourrait être lié à une altération du système sérotoninergique. Vous avez peut-être entendu de la sérotonine. Il y aurait cette hypothèse que la sérotonine serait impliquée dans ce mécanisme. Oui, bonsoir. Vous avez parlé des jeux de gain, mais je voudrais vous savoir qu'est-ce que vous pensez des jeux vidéo et est-ce que vous avez fait des expériences sur les joueurs de jeux vidéo et notamment des jeux qui durent plusieurs jours, même parfois plusieurs mois. Et une autre question, je voudrais savoir si les femmes, pourquoi les femmes sont moins addictes aux jeux que les hommes? Est-ce que leur cerveau ne fonctionne pas de la même façon ou est-ce que c'est une question culturelle? Voilà, merci. Pour moi. Non, deux très bonnes questions. En ce qui concerne donc les jeux vidéo, alors nous n'avons pas fait d'expérience ni l'un ni l'autre sur cette thématique, mais il y a un certain nombre d'études qui ont été entreprises à l'aide de l'imagerie cérébrale sur les jeux vidéo et sur ce que l'on appelle communément l'addiction aux jeux vidéo. Et ça me permet de préciser quelque chose d'important. Comme je le disais au début, le jeu pathologique est aujourd'hui considéré officiellement par la communauté des psychiatres comme une addiction comportementale. Mais c'est la seule. On parle beaucoup d'addiction aux jeux vidéo, mais si vous voulez, officiellement, ce n'est pas reconnu comme une addiction parce qu'aujourd'hui, les psychiatres considèrent que les similitudes, notamment en termes de symptômes cliniques, entre ces joueurs qui passent, comme vous le dites, des jours ou des mois à jouer à des jeux vidéo, la similitude des symptômes n'est pas suffisamment importante pour classer ce comportement qui est pathologique, dans un certain nombre de cas, comme une addiction. Mais les psychiatres ont laissé la porte ouverte, puisque dans ce manuel qui s'appelle le DSM-5, ce qu'ils ont dit, bon, il y a l'air d'avoir des similitudes, mais on n'en sait pas encore assez, donc rendez-vous dans 10 ans, et sur la base de la recherche qui va être faite ces 10 prochaines années, notamment. Et c'est pour ça que l'imagerie cérébrale est un outil vraiment précieux. Sur la base des résultats qu'on espère trouver en neuroimagerie, ça va nous permettre d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse que la consommation excessive de jeux vidéo est ou non une addiction et doit être conceptualisée, peut-être traitée comme telle. Là-dessus, j'ai réalisé qu'en fait j'avais éventuellement quelque chose à dire. Il faut distinguer les jeux vidéo qui sont ces jeux vidéo en ligne dans lesquels les gens jouent en permanence contre d'autres personnes et des jeux vidéo qui vont plutôt être des jeux vidéo joueurs uniques dans lesquels la personne joue devant sa console mais n'est pas du tout connectée au reste du monde. Et pour ce qui est des jeux vidéo en ligne, il y a probablement moi, comme ça a été dit, je travaille aussi sur les processus de compétition sociale, de hiérarchisation sociale et le caractère de récompense secondaire qu'il peut y avoir derrière le statut social ou l'acquisition d'un certain statut social. Et ce qui est très clair,
pour avoir joué moi-même un petit peu et pour discuter avec des gens qui jouent, c'est très clair qu'une des composantes motivationnelles majeures dans tous ces jeux, c'est cette idée qu'on progresse dans une hiérarchie, non seulement dans une hiérarchie de compétences, qui est ce qu'on pourrait expérimenter en jouant tout seul devant son écran, mais encore plus important, et je pense que c'est ce à quoi les joueurs sont très accros, dans une hiérarchie sociale. C'est-à-dire que, par exemple, pour les jeux massivement multiplayer en ligne, un personnage qu'on a poussé comme ça sur 9 mois de jeu continu, c'est un personnage qui est un peu un personnage ultime. C'est un personnage très très puissant, qui est tout en haut d'une hiérarchie. Et cette association entre le jeu en ligne et les processus de hiérarchisation sont, à mon avis, une piste prometteuse, en tout cas, non seulement pour comprendre les processus de compétition et de hiérarchisation eux-mêmes, mais aussi pour essayer d'expliquer comment l'addiction aux jeux vidéo peut apparaître, et notamment à ces jeux très addictifs. Et en ce qui concerne les différences entre hommes et femmes, je ne connais pas de recherche qui apporte des réponses satisfaisantes quant à cette question. C'est vrai qu'il y a une prévalence plus importante du jeu pathologique chez les hommes que chez les femmes, même si, d'après des témoignages que j'ai entendus de la part de gens qui travaillent dans des casinos, l'écart semble se réduire, ce qui laisserait penser que c'est vraisemblablement plutôt une question culturelle qu'une raison plus biologique. En tout cas, je ne connais pas d'études, par exemple de génétique, qui montrent que les hommes soient plus vulnérables, d'un strict point de vue biologique ou génétique, à l'addiction au jeu. Donc mon intuition serait que c'est plutôt une influence culturelle, mais encore une fois, ça reste une intuition et loin d'être un résultat ancré dans la littérature scientifique. Bonsoir. Justement, c'est juste une question sur l'illusion du joueur. Pour ma compréhension, est-ce que cela est dû à une certaine logique du cerveau, à dévancer les faits? Comment? La logique, l'illusion du joueur. Ouais. Est-ce que c'est dû à une certaine logique du cerveau, à dévancer les faits? Exactement. En fait, l'idée, c'est que pourquoi ce processus, cette illusion du joueur, comme je vous l'ai dit, repose sur des structures qui sont très proches de notre intelligence et qu'on pourrait du coup imaginer comme étant non sensibles à ce genre d'illusions. On pourrait imaginer que les illusions, ça vient plutôt des structures les plus bêtes, entre guillemets, de notre cerveau, celles qui viennent, qu'on partage en commun avec les rats, les singes, etc. Non, ça vient vraiment de ces structures les plus intelligentes. Et comme vous dites, ça dérive d'une certaine logique du cerveau, qui est une logique qui est éminemment adaptée, très adaptée à la manière dont le monde est structuré. Dans le monde, une situation dans laquelle on pioche 25 fois une boule rouge dans une urne et que à la 26e pioche, les chances qu'on sorte encore une boule rouge sont exactement les mêmes qu'à la première pioche, sont rarissimes. Ces situations-là sont rarissimes. C'est ce que j'essayais d'illustrer avec l'exemple des bosquets, pour dire que dans le monde réel, les ressources s'amenuisent quand on exploite une option comme ça un grand nombre de fois. Et donc peut-être que le cerveau, la logique cérébrale ne serait pas tout à fait, disons, bien qu'elle soit très très élaborée et bien plus élaborée que ce qu'on peut imaginer, je pense, à l'heure actuelle, elle est peut-être pas du tout adaptée à des situations de jeux de casino qui sont des situations qu'on rencontre quasiment jamais dans la vie de tous les jours. Donc en fait, on pourrait dire que les jeux de casino suivent une certaine logique, qui est une logique qui n'existe pas dans la vie de tous les jours, et que c'est à ce titre qui piège nos systèmes de raisonnement et notre capacité à justement devancer les événements et prédire ce qui va arriver sur la base de la structure du monde dans lequel on est habitué à vivre et dans lequel notre cerveau a évolué au cours de l'histoire de la vie. D'accord, merci. Et pour résumer ça, il y a un chercheur qui avait une formule que je trouve très bonne, qui disait dans la vie de tous les jours, il y a quasiment pas d'indépendance. Tous les événements sont dépendants entre eux. Et on est habitué à ça. Et comme disait Romain, on extrait des régularités de ça. Et finalement, il n'y a que 2 endroits au monde où il y a des tirages purement indépendants, c'est dans les casinos et dans les laboratoires de psychologie. Et c'est pour ça que finalement, notre cerveau n'est pas très bien adapté pour les jeux d'argent, qui défient un petit peu la façon dont notre cerveau s'est adapté
à extraire ces régularités et ces dépendances dans la vie de tous les jours. Merci. Encore une autre question. Comment soigne-t-on les joueurs addicts au jeu de gain? Est-ce qu'on a des remèdes? Le fait de les interdire de casino, est-ce que c'est suffisant? C'est des gens en souffrance en tout cas. Oui. Et comment on arrive à les soigner? Et est-ce que vraiment les remèdes sont efficaces? Aujourd'hui, pas tellement, je crois, malheureusement. Et une des raisons, c'est que on n'en sait pas encore assez sur les dysfonctionnements cérébraux sous-jacents. Et les médicaments qui sont le plus souvent prescrits sont des médicaments, des traitements qui vont plutôt soigner les conséquences du jeu pathologique, comme les symptômes de dépression. Donc on leur donne, si on parle de traitement pharmacologique, on leur donne souvent des antidépresseurs, des anxiolytiques, mais ça soigne les conséquences du jeu pathologique, pas tellement les causes, mais comme on ne comprend pas très bien les causes, c'est difficile d'avoir des traitements adaptés. Ce qui marche le mieux, à l'heure actuelle encore, ce ne sont pas les traitements pharmacologiques, mais ce sont les traitements, les approches qu'on appelle par exemple les thérapies cognitives et comportementales, qui consistent pour un psychiatre à avoir une discussion avec le joueur sur la façon dont il expérimente le jeu, pourquoi il joue, et essayer de, comme je vous l'ai dit, par exemple, de revaloriser les récompenses non monétaires, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on pense que ces résultats sont potentiellement intéressants à intégrer dans ce type d'approche thérapeutique. Mais la réponse courte est que malheureusement, non. On n'a pas de traitement vraiment efficace aujourd'hui. C'est pour ça qu'on pense que ce type de recherche est vraiment intéressant et potentiellement prometteur dans ce domaine. Merci. Alors ma question complète un peu celle de Madame. Sur la dépression, beaucoup de traitements utilisent la sérotonine. Est-ce qu'il y a des études qui ont montré un lien entre la sérotonine et le jeu pathologique en termes de causes et non de conséquences? À ma connaissance, non. Parce qu'il y a des théories psychologiques qui disent que dans le jeu pathologique, comme dans d'autres sortes d'addictions, ce qui rejoint aussi la question de monsieur sur les pertes, c'est que ce que cherchent les personnes addictes ou les joueurs, c'est presque la perte, parce que ce serait des équivalents suicidaires. Alors, vas-y. Ouais. Je dirais que là, c'est justement peut-être une des faiblesses des neurosciences cognitives à l'état actuel, c'est que quand un neuroscientifique, nous, on est relativement ouvert et je pense que c'est des pistes qui ont vraiment vocation à être explorées. Mais je pense que cette idée de connexion entre une perte monétaire et un substitut suicidaire, si vous voulez, c'est typiquement un raisonnement d'ordre symbolique. Ça suppose une connexion symbolique entre les deux événements. Et c'est typiquement ce genre d'approche qui marque un petit peu la dissociation entre l'approche cognitiviste structurée, mathématisée ou essayant d'être mathématisée, et l'approche psychologique qui au contraire résonne par association de symboles. Et c'est pour ça que le psychiatre a encore un rôle si important dans le traitement du jeu pathologique, parce que lui justement il est entre les deux, il est à cheval maintenant. De plus en plus les jeunes psychiatres sont à cheval sur ces deux approches et arrivent à voir les deux aspects. Donc pour ce qui est de la formalisation de ce dont vous venez de parler, dans le domaine des sciences expérimentales cognitives, c'est pas encore fait, c'est malheureusement probablement assez loin de se faire, cette connexion entre le raisonnement symbolique et les sciences affectives, le cerveau, tout ça, c'est quelque chose qui est amené à se développer, mais qui n'est pas encore... voilà. On pourrait dire que c'est pas une question cognitive, et qu'à ce titre, nous, on ne peut pas vraiment dire grand-chose dessus, même si c'est sûr que ça intéresse. Oui, mais sur la sérotonine, du coup? Alors, sur la sérotonine, donc il faut savoir, disons que le rôle de la sérotonine dans la dépression, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, on a tous une intuition sur la sérotonine qui consisterait à penser que la sérotonine soulage les symptômes dépressifs, parce que la sérotonine, ce serait cette neurohormone du bonheur
Le lien entre les deux, même si du point de vue thérapeutique, c'est simple d'analyser les choses comme ça, le lien fonctionnel mécaniste qui existe entre sérotonine, plaisir, sérotonine, anxiété, sérotonine, dépression, c'est un lien qui est extrêmement indirect. Et à partir du moment du coup où on veut faire un troisième lien, c'est-à-dire ramener la sérotonine, la dépression avec encore un troisième type de situation ou de pathologie, c'est là que tout s'en mêle et qu'en fait on ne sait plus rien. Parce que initialement, ce lien entre sérotonine et dépression est quelque chose de compliqué au minimum et voilà. Ça demande, il y a encore de la recherche à faire là-dessus, malgré les milliers et les milliers d'articles qui sont déjà parus sur la question. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci infiniment. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va s'intéresser justement aux coulisses des jeux vidéo et on accueillera donc Laure Casalini qui est directrice de Supinfogame, qui est une école donc de jeux vidéo qui apprend à des jeunes donc à faire des jeux vidéo. Et donc voilà, on aura sûrement d'autres réponses aux questions qui nous ont occupés ce soir. Merci et bon retour.